Florent Marcel, on disait, Stelios Kologlou disait tout à l'heure, on regarde beaucoup, on a beaucoup regardé ce qui se passe en Espagne. J'imagine que c'est la même chose du côté espagnol. On a aussi beaucoup regardé cette année ce qui s'était passé en Grèce. Et précisément, parlons-en. Quel jugement vous portez, quels enseignements vous avez tirés de cette situation en Grèce cette année, de ce qui s'est passé en Grèce? Juste revenir sur quelque chose que tu as dit avant. On a perdu, mais on a momentanément perdu. C'est-à-dire que vraiment, il faut aussi revenir regarder un peu la figure un peu plus grande et se dire qu'effectivement, on a quand même 20% des voix, 70 députés dans le Congrès. Donc effectivement, on n'a pas réussi à avoir le fameux sorpasso, comme on l'appelle en Espagne, au-dessus du Parti socialiste. On est quand même une force qui, en 2 ans, est passée de rien à cette troisième force, qui est une force pivot dans le Congrès, qui est totalement divisée entre 4 grandes forces. Donc forcément, Unidos Podemos va beaucoup compter dans le Congrès. Donc il ne faut pas non plus le voir tout à fait noir. Donc nous, on a beaucoup regardé la Grèce, forcément, parce qu'on s'est dit, et on sait très bien actuellement, que si on veut changer les choses en Espagne, il faut qu'on change l'Europe. Et si on veut changer l'Europe, il fallait changer l'Espagne. Et donc on a bien vu ça en Grèce, et pour nous c'était la grande analyse que nous faisions avec la Grèce. Effectivement, il faut arriver à ajouter, à renforcer nos forces au-delà de nos frontières. Donc effectivement, si on veut avoir plusieurs gouvernements progressistes, verts, qui regardent vers l'avenir, il fallait avoir Syriza, il fallait avoir Unidos Podemos en Espagne, et on espère un jour peut-être aussi en France un autre gouvernement qui nous permette aussi d'avoir plus de forces progressistes et vertes. Donc forcément pour nous c'est très très important, et voir surtout aussi les impacts des politiques d'austérité en fait en Grèce, parce que nous on est passé par là en fait. On ne le dit pas, mais finalement l'Espagne a été aussi sous le coup de ces politiques d'austérité qui ont clairement brûlé. Conséquences identiques. Et d'ailleurs c'est très intéressant de voir qu'on dit effectivement qui attise effectivement actuellement l'anti-européanisme, qui attise tous ces trucs, mais c'est en fait c'est à la fois effectivement comme tu le disais avant, c'est à la fois ceux qui sont à Bruxelles, mais aussi ceux qui sont à Madrid actuellement. Parce qu'on voit Rajoy, quand il veut actuellement créer son gouvernement de coalition avec les socialistes, comment il les pressionne derrière en disant regardez, à Bruxelles, il nous demande de faire plus de politique d'austérité. Mais quand Bruxelles lui demande plus de politique d'énergie renouvelable, il ne dit rien. Alors forcément, chacun utilise ce qui lui vient bien au bon moment. Donc effectivement, qui attise, c'est à tous les niveaux. Parce que le problème qu'on a, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas la France, c'est les politiques qui sont menées par les majorités qu'on a au Parlement européen, qu'on a en Espagne actuellement, qu'on a en France aussi. Et je pense que c'est là qu'il faut justement renforcer ces alliances transfrontalières et se dire que si on veut changer l'Europe, il faut changer nos pays. Et si on veut changer nos pays, il faut changer l'Europe. On est absolument dans le sujet. Sortir de cette logique, de ce duo, de ce couple infernal, libéralisme et parti conservateur et d'un côté et parti populiste et xénophobe de l'autre, qui domine, on a l'impression à l'heure actuelle, la scène politique, qu'elle soit nationale dans certains pays ou européenne, sauf exception quand même, évidemment importante. Alors, les deux pays, aussi bien l'Espagne que la Grèce, ont compté, vos mouvements sont partis des mouvements sociaux, les uns les autres. Est-ce qu'en Espagne, malgré tout, ce mouvement social n'est pas un petit peu retombé et est-ce qu'on n'avait pas, aux dernières élections, plus que sa traduction politique finalement? Est-ce qu'il ne manquait pas justement cette mobilisation sociale qui aurait permis, parce que c'est quand même un des enjeux fondamentaux, de transformer des mouvements sociaux forts en un mouvement politique, comme vous le disiez il y a quelques secondes, qui puisse essayer de changer au moins la réalité, de se situer sur la scène, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit nationale. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Tout commence avec les indignés. En 2011, qu'on pourrait appeler pour les Français un nuit debout puissance 4. C'est ça. Toutes les places sont remplies, effectivement, c'est surtout des jeunes diplômés, plutôt classe urbaine, qui disent voilà, nous on n'a pas de débouchés actuellement, et en plus la démocratie ne marche plus telle qu'elle est en Espagne, c'est-à-dire que le système bipartisan qu'on a est totalement fini. Et il faut voir que ce mouvement des indignés avait au moins un appui de 80% de la population en Espagne. C'était vraiment un mouvement transversal. Et bien sûr, au bout de 2-3 ans, être sur les places, à faire des assemblées, tout ça, on se fatigue. Donc là, c'est là que Podemos arrive et dit, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer cette hégémonie culturelle qui est dans les rues, on va le transformer en hégémonie politique. Là, il reprend effectivement du Gramsci, c'est du Laclos aussi, c'est la théorie populiste qui derrière, effectivement, assumé, attention, c'est assumé. Et qu'est-ce qu'ils font en faisant ça? Ils arrivent à faire passer des places vers les urnes cette volonté de changement. Alors bien sûr, l'effet contradictoire, c'est qu'en faisant ça, on vide les places.
on vide les places et on vide aussi les mouvements sociaux, parce que toutes les personnes qui étaient plus en vue des mouvements sociaux, que ce soit les ONG, que ce soit les syndicats par exemple, sont passées en politique. Effectivement, donc on n'a plus de contrepartie dans l'autre sens qui nous disent bah voilà, il faut faire attention, il faut être toujours dans la rue. Donc il y a plus de difficultés en fait de mobilisation. Mais ça effectivement c'est quelque chose qui arrive, qu'il faut prendre en compte, mais qui est pratiquement inévitable parce qu'on n'est quand même pas non plus moult légions dans ces mouvements sociaux. Mais effectivement, actuellement en Espagne, ce qu'on essaie de faire, c'est de recréer le mouvement social justement qui permet de faire aussi une balance dans la rue à ce qui est censé passer dans le Congrès. Et après, ce qui se passe aussi, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il y a aussi une réaction, une contre-réaction contre-hégémonique derrière du système bipartisan qui était très très violent face à Podemos justement, face aux alliés de Podemos comme les Verts par exemple, en disant qu'on était les alliés du Venezuela, en disant qu'on était les alliés d'Iran, en disant que c'était les rouges qui revenaient, le communisme. Alors, il faut voir qu'en Espagne c'est très important parce que quand on dit les rouges, pour une partie en fait de la société, ça veut dire on revient à la guerre civile. C'est ça exactement. Donc il y a eu ça, mais malgré ça, on a réussi à se maintenir quand même à 70 députés. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est quand même aussi qu'au niveau local, nous sommes très très forts. C'est aussi une relocalisation de la démocratie qui a été très très puissante parce que Madrid et Barcelone, par exemple, qui sont les deux principales villes en Espagne, sont dirigées par des coalitions. Cadiz, La Coronne, Saint-Jacques-de-Compostelle, Saragosse. Mais c'est vrai que Madrid et Barcelone, c'est vraiment les têtes de proue, parce que c'est la capitale en fait. Madrid, la capitale espagnole, Barcelone, la capitale catalane. Et on retrouve effectivement deux coalitions qui sont gérées par des têtes de proue des mouvements sociaux. Une ancienne juge, par exemple, un peu la figure d'Eva Joly, si on veut voir en France. Et à Barcelone, quelqu'un qui est très proche des mouvements du logement. Et on a réussi à faire ça et on a prouvé qu'on était capable de gérer des grosses villes aussi. Et effectivement, les villes en Espagne se sont transformées dans des lieux de résistance et des lieux de création. Et je pense que c'était là peut-être la chose la plus intéressante qui s'est passée peut-être en Espagne et d'ailleurs qui actuellement est en train d'éclore dans le reste de l'Europe parce que beaucoup de gens prennent ces villes comme exemple, comme Varoufakis par exemple, pour qui en fait Ada Colau était plus intéressante en Europe. Deux choses dans ce que vous dites. Il est clair que ce lien, ce passage en tout cas des mouvements sociaux à des responsabilités politiques, à des participations à des gouvernements, à l'Europe, etc. C'est une chose que vous partagez tous. C'est la même chose qui s'est produite bien entendu en Grèce. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quand même un petit danger que vous venez de souligner, mais en même temps, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Même chose pour la Grèce. On ne peut pas envisager de dire finalement ce serait mieux si on n'y était pas, parce que, disons-le, Alexis Tsipras a subi quand même une salve lui aussi de critiques en Grèce même, en commençant par la Grèce, en disant finalement, ok, on est passé du mouvement social au mouvement politique, parce que ce qu'on dit là de l'Espagne s'est produit aussi en Grèce énormément. Il y a une démobilisation citoyenne extrêmement forte. À un moment donné, effectivement, on se transforme par l'intermédiaire de Syriza, ça se transforme en mouvement politique, avec les résultats que ça donne. Il y a toujours aussi ce risque-là, ce risque de se trouver dans une situation que certains dénoncent comme une situation de compromission. On est tous d'accord, que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut y rester. Le lieu politique est un lieu de combat. Oui, tu sais, évidemment, ça devient de plus en plus difficile. Si tu es au gouvernement, c'est une autre chose que d'être dans la rue. Être dans la rue, être dans l'opposition, c'est beaucoup plus facile à le faire. Tandis qu'une fois au pouvoir, il faut tenir compte des circonstances et des rapports de force qui, à l'époque, il y a un an, étaient très défavorables pour les Grecs. Parce qu'il n'y avait pas un autre gouvernement pour soutenir ou bien dire un bon mot. Ça veut dire un bon mot. Tsipras était seul contre 27. À la fin, Hollande a changé un petit peu, aussi Renzi, mais quand même, à l'époque, c'était l'unanimité. C'était très difficile. Le problème, c'est que même à ce moment-là, en parlant parce que nous avons besoin des alliés, mais maintenant, ça a recommencé. Les menaces et les chantages se dirigent maintenant vers le Portugal, où il y a un gouvernement du Parti socialiste et de la gauche, qui est un gouvernement qui essaye quand même de préserver une espèce sauver les meubles, quoi. Parce que c'est pas grand-chose. On ne fait pas la révolution, hein.
on peut pas par contre... C'est peut-être la goutte d'essence qui va vous permettre d'arriver jusqu'au bout. Ouais. Et quand même, maintenant, on est sous une énorme pression de la part de... vous ne pouvez pas, parce que les pressions, les menaces sont quotidiennes. C'est aussi le cas avec l'Espagne, même si c'était avant les élections, avec ça a joué beaucoup, la paix. Il faut trouver un gouvernement stable, même si il est corrompu, ça c'était le cas avec Rajoy et tout ça. Alors maintenant, c'est pour ça que je dis l'Italie se trouve dans des situations très très délicates, les banques italiennes. Et alors, on a besoin de renforts. On a besoin d'un pouvoir grand, d'un pays grand, comme c'est la France. Et alors justement, pour j'allais vous en parler. venir au secours. Pour venir au secours, qui sera aussi qui sera le secours des socialistes français et de M. Hollande. Bien sûr, alors, on ne va pas faire de politique intérieure, Edouard Martin, mais on en dit quand même un mot. Après tout, au fond, depuis quelques mois, la France se trouve dans une situation, même si c'est moindre, etc., on est tous bien d'accord, on est quand même dans une petite situation du même type, avec un mouvement social qui se manifeste, que ce soit à l'occasion des mobilisations sur la loi travail, que ce soit à cause de notre nuit debout, qui est moins effectivement spectaculaire que ce qui s'est passé en Espagne, mais qui quand même existe. En même temps, alors on est en France dans une situation extrêmement complexe. La traduction politique de ces mouvements, sincèrement, on ne la voit pas trop tout en ce moment. Non seulement ça, mais on voit un État quand même qui est un peu arc-bouté contre la question sociale, j'allais dire en règle générale. Qu'est-ce qui peut, comment ça peut bouger, comment ça peut évoluer à l'heure actuelle en France? Sachant qu'on voit bien que la situation est quand même relativement bloquée là en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire, surtout aujourd'hui, j'allais dire. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'en profite pour le redire. J'aimerais tellement en France qu'il y ait un Podemos, qu'il y ait un Syriza en France. Malheureusement, nous avons le Front National. Oui, c'est ça. Voilà. Celui qui a réussi à capter, une partie de citoyens, les mécontents du système, c'est le Front National. Mais là aussi, moi, deux mots quand même sur Tsipras. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Tsipras, indépendamment de ce qu'on puisse penser de lui. Parce que regardez ce qui vient de se passer avec la Grande-Bretagne. Cameron envoie un référendum, il perd le référendum, enfin, il démissionne. Tsipras n'a pas démissionné. Il a tenu contre vents et marées. Et j'ose imaginer ce que serait la situation de la Grèce aujourd'hui, qui est déjà assez dramatique. Sans Tsipras, il y aurait eu quoi? Finalement, on aurait fini, je pense, le risque aurait été de remettre encore une fois les libéraux et les conservateurs, la droite au pouvoir avec l'aide de l'Aube dorée. Dans quelle situation seraient aujourd'hui les citoyens grecs? Ils ne sont pas bien, c'est vrai, mais je crains que ça serait pire. Pour revenir à la France, voilà, ce que moi je retiens des expériences de Podemos ou de Syriza en Grèce, c'est que voilà un mouvement intéressant parce que enfin, la politique renoue avec la société civile. Et elle part à construire des projets à partir de la base. Quand je dis la base, c'est pas populiste, mais je veux dire, il faut... C'est votre expérience politique et sociale à vous aussi. C'est mon expérience aussi sociale, syndicale et politique avec un P majuscule. La politique, c'est quoi? C'est organiser la vie de la cité, tout simplement. Donc, il faut essayer de faire du mieux possible. Et là, c'est une belle leçon qu'on nous donne, c'est que l'urgence à ce que les partis politiques traditionnels se réinterrogent sur leur rôle et sur comment on refait de la politique. Vous savez, moi, quand je commençais à militer syndicalement, à 26 ans, tous les matins, sur le conseil d'un ancien, paix à son âme, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, il me disait toujours, Edouard, tous les matins quand tu traces, pose-toi toujours deux questions. Pour qui tu es là et pourquoi tu es là? Aujourd'hui, j'ai 53 ans, je me pose toujours la même question. Et je pense que certains ont même oublié pour qui ils sont là et pourquoi ils sont là. Est-ce que certains ne misent que sur une carrière particulière qui veulent marquer l'histoire? Mais on voit bien, on va marquer l'histoire comment? De manière très négative. Moi, j'ai la rage au ventre parce que nous sommes en train de faire un boulevard l'année prochaine, je le crains, à la droite, peut-être même à l'extrême droite.
Et là, je suis désolé mes amis, je crains qu'il n'y ait pas un allié très objectif envers vous l'année prochaine. Je le crains, je le regrette, j'espère que je me trompe, je le souhaite sincèrement. Mais voilà, donc... Remettre ce qu'on dit là aussi, c'est remettre les questions sociales au sens très très large du terme au centre de la démocratie. On en parlait tout à l'heure dans le discours qu'a fait Alexis Tsipras ici il y a une semaine. Il disait la République et la démocratie sont en danger quand les droits sociaux ne sont pas garantis. C'est-à-dire qu'il adossait en réalité la légitimité démocratique et l'exercice de la démocratie au respect du droit social et du travail, de l'emploi, etc. Parce qu'il citait effectivement, il déclinait toutes ces choses-là. Ça vous paraît une chose fondamentale aujourd'hui à dire aussi pour peut-être briser ce cercle dont on parle tous là aujourd'hui ? Je pense qu'on est d'accord sur ce sujet, surtout les droits sociaux, surtout les inégalités par exemple. Ce qu'on voit en Espagne, c'est surtout les inégalités entre ceux qui possèdent le plus et en plus qui ont profité de la crise. C'est ça le pire, c'est que pendant la crise en Espagne, les plus riches sont devenus encore plus riches justement parce que toute la privatisation des bénéfices pendant la bulle immobilière, après c'est transformé en socialisation des dettes, bien sûr, et en plus basé sur un système totalement productiviste qui n'a justement rien créé. Parce que si on se pose les deux questions que tu poses le matin, pourquoi on fait ça ? On se pose demander pourquoi on a fait toutes ces méga infrastructures en Espagne qui ne servent à rien, absolument à rien. Des autoroutes sans voitures, des TGV sans passagers, des aéroports sans avions, c'est ça des quartiers sans habitants. Et des quartiers sans habitants, effectivement, si on va à Saragosse, vous avez des quartiers immenses, on a plus de 3 millions de logements en Espagne qui sont vides, 3 millions de logements. Le principal promoteur immobilier, ce sont les banques. Et bien sûr, et là, qu'est-ce qu'on a fait ? On socialise les dettes, et les dettes, on les paye entre tous. Effectivement, ça et bien sûr, on en profite au passage pour faire une amnistie fiscale qui permet que les plus riches et ceux qui ont défraudé de l'argent pendant des années puissent faire remonter leur argent par magie malgré toute cette crise. Effectivement, et si on ne va pas au fond de cette crise, on n'arrivera pas justement à remettre la démocratie au centre de la chose. Et je pense que justement c'est quelque chose que nous, on a posé pendant les élections espagnoles. On a bien dit il faut changer effectivement ça, il faut en arrêter avec la corruption, arrêter avec la bulle immobilière, mais il faut aussi créer autre chose, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire des propositions. Il faut sortir la stratégie du non, parce que la stratégie du non, elle permet de grouper beaucoup de personnes autour, et ça c'était ce qu'a fait Podemos, mais il faut aller au-delà de ça justement. Quelque chose. C'est justement nous en tant que Verts, ce qu'on rappelle à nos copains de Podemos, c'est bien la stratégie du non, mais il faut aussi passer à la stratégie du oui. Quel système on veut construire, pour qui on travaille, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça ? Là il faut un système... Comment vivre ensemble, etc. Exactement, un système d'équité, un système d'écologie, un système d'Europe, et surtout en finir avec le mythe de la croissance, qui je pense aussi est à la base de beaucoup de problèmes qu'on a actuellement en Espagne, en France, en Grèce ou en Europe. Alors, comment, c'est la question implicite ou explicite, en tous les cas, vous l'abordez tous à votre manière. Comment éviter que ces mouvements et ces pays restent isolés ? Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui dans l'Europe pour qu'on sorte de cette logique un peu infernale, comme ça a été l'isolement dramatiquement le cas en Grèce ? Comment faire qu'on soit plus simplement spectateur de ce qui se passe ? Parce que ce que vous dénoncez là, ce que vous dites là, ça semble une évidence, quoi. Mais en même temps, on s'aperçoit que faire advenir ça en Europe à l'heure actuelle, c'est pas évident, et que des institutions comme les institutions européennes sont pas forcément d'une efficacité redoutable. Comment faire aujourd'hui pour que ça change et que pour cette liaison que vous appelez tous, ce lien entre les différents mouvements, entre les différents pays, entre les différents groupes politiques, que ça entre aussi dans quelque chose de concret pour les gens ? Est-ce qu'il y a un moyen de faire ça ? Moi, après le lendemain de Brexit, moi, j'espérais que ça serait un avertissement sérieux pour toute l'Europe qu'elle change de la politique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment déçu de ça. Alors je ne vois pas qu'il y a une issue de... Moi, je vois que le bateau va tout droit vers Peut-être qu'on a besoin d'un naufrage, je ne sais pas, pour que les gens se réveillent, pour changer le leadership, pour changer de la politique. Sinon, évidemment, ce qu'on voulait bien avoir des alliances, avoir des alliances progressistes entre les socialistes, la gauche traditionnelle, la nouvelle gauche de Podemos et tout ça. Mais pour changer, je vois que les rapports de force sont tout à fait négatifs, même ici dans le Parlement, comme Edouard venait de le dire.
Alors comment Vision peut-on très pessimiste, très noire, finalement. comment peut-on Ouais. mais moi, de nature, je suis très optimiste, mais je suis un optimiste désespéré. J'aime beaucoup la définition. Moi, je suis aussi un optimiste, j'espère pas désespéré, mais je crois que tu es désespéré dans le bon sens du terme, quoi. Ce qui est comment dire, regrettable, notamment dans l'exemple de la Grèce, la solution, c'est la preuve par l'exemple. Et malheureusement, Tsipras, en plus de la contestation interne, il s'est chopé les 27 pays contre lui, parce que justement, il ne fallait surtout pas que Tsipras réussisse. Il ne fallait surtout pas qu'il démontre qu'une autre voie était possible et qu'on pouvait gagner autrement que par l'ultralibéralisme, la concurrence exacerbée entre les citoyens, entre les pays, etc. Donc je le regrette. Podemos avec peut-être, je n'en sais rien, je ne maîtrise pas l'analyse fine de ce qui s'est passé en Espagne. Je pense que vous avez loupé le coche la dernière fois, parce que parfois le mieux est l'ennemi du bien. Donc là, c'est la droite qui va gouverner. Donc c'est juste un avis vraiment de quelqu'un de... c'est pas de faire un procès d'intention, mais je pense qu'effectivement, tant qu'on ne démontrera pas que l'Europe est la solution, et il faudra des exemples concrets. Effectivement, aujourd'hui, l'Europe est vécue comme étant la responsable de tous les maux de la société, etc. Donc, chasser cette Europe que je ne saurais voir. Et moi, qui suis d'origine espagnole, qui suis né en Espagne, j'ai connu l'Espagne à l'époque, même si j'étais très jeune, j'ai connu l'Espagne franquiste. Et j'ai vu la pauvreté, sans oublier évidemment le manque de démocratie, mais la pauvreté du pays. Et j'ai connu l'Espagne une fois qu'elle a adhéré à l'Union européenne en 1986. Et là, lorsqu'il y avait encore la solidarité européenne, l'Espagne, le Portugal, mais même quelques années auparavant, la Grèce, ont profité de la solidarité européenne, des aides européennes, mais qui, aujourd'hui, il faut aussi dire aux citoyens européens, ces aides, ce n'est pas de l'argent que tu jettes dans un puits sans fond, puisque l'Espagne et le Portugal devaient développer tout. Les infrastructures, les universités, la santé, les écoles, etc. Ils avaient besoin de tellement de biens de consommation que l'Espagne ne pouvait, ni le Portugal ne pouvaient pas produire à eux seuls tous les besoins qu'ils avaient. Donc ils faisaient quoi à ces pays-là? Eh bien, ils passaient commande aux voisins, aux Français, à la Belgique, au Luxembourg, à l'Allemagne, à l'Italie. Et tout le monde en a profité. C'est ce que j'essaie d'expliquer, peut-être mal, je m'en excuse, mais c'est que lorsqu'on investit dans l'intérêt général, il y a toujours un retour sur investissement, et le retour sur investissement n'est pas toujours une monnaie sonnante et trébuchante, ce n'est pas des dividendes, mais c'est un mieux vivre, un bien-être collectif. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Peut-être aussi sur le changement, parce que là, effectivement, c'est un optimisme un peu pessimiste finalement. Mais je pense que l'optimisme, ce n'est pas une question d'optimisme et de pessimisme, c'est qu'est-ce qu'on peut faire finalement et qu'est-ce qui est à notre portée. Et je pense qu'il faut se rappeler tout simplement que le changement, il peut se réaliser à différents niveaux, en fait à différentes échelles. Il y a l'échelle politique dans laquelle on se retrouve, nous aussi bien sûr, l'échelle institutionnelle, il y a aussi l'échelle de la rue bien sûr, de la pression, l'échelle du changement, et aussi l'échelle bien sûr qui est individuelle et collective, c'est-à-dire sans attendre ce qu'on fait dans les institutions. Il y a beaucoup de gens actuellement qui sont en train de changer les choses et qui sont déjà en train de construire le monde de demain aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi ces différentes échelles, et ces différentes échelles sont importantes et très complémentaires. On ne changera pas les institutions si en même temps il n'y a personne par exemple qui est en train de monter des jardins urbains par exemple, des monnaies locales, on n'y arrivera pas. Mais en même temps ces monnaies locales n'iront pas plus loin qu'un petit quartier s'il n'y a personne dans les institutions pour les généraliser par exemple. Et en même temps si on pense institutions, il faut penser à tous les niveaux bien sûr. Il faut prendre le pouvoir au niveau local, au niveau régional, au niveau étatique, au niveau européen, et c'est comme ça qu'il faut penser le changement de façon beaucoup plus globale. Et en plus je pense qu'il faut aussi penser le changement de façon beaucoup moins linéaire. Beaucoup moins linéaire, effectivement, tu as parlé de coches, il y a des coches, effectivement. Il y a des moments où tout change, tout peut basculer. C'est la théorie des catastrophes, on peut passer d'un état à un autre. Et on ne sait pas comment le monde sera demain, surtout dans un monde qui est de plus en plus instable, incertain. L'Europe peut basculer
à droite, à gauche, fasciste, non fasciste, Podemos, pas Podemos, vert, pas vert, en très peu de temps. Et je pense qu'il faut être préparé à ça aussi justement et construire des alliances qui soient de plus en plus transversales pour pouvoir y arriver, qui ne sont plus uniquement les droits sociaux, mais aussi la démocratie, l'écologie. Il faut vraiment arriver à s'ouvrir. Et je pense que si on a vraiment une chose qu'on a appris en Espagne, nous par exemple les Verts, c'est qu'il faut être beaucoup plus transversal. Il faut arrêter de regarder juste nous-mêmes, juste regarder notre petit nombril et savoir travailler avec beaucoup plus de masse de gens qui pensent différemment. Et là, c'est vraiment une main tendue qu'on a nous maintenant en Europe aussi en disant on n'a pas vraiment le temps de penser à autre chose. En même temps, la logique libérale s'impose quand même en Espagne comme ailleurs, et c'est quand même un combat. Il y a quand même un combat à mener dans ce domaine-là. Bien sûr, mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que ça peut changer, et on l'a vu justement qu'avec ce qu'on a eu, notre mouvement des indignés, on a changé en très peu de temps. On a eu un coche qu'effectivement on a pu louper, et là, je suis tout à fait d'accord là-dessus, parce que je pense que la négociation était mal gérée à ce moment-là, parce qu'il y a un manque d'expérience aussi quand on est jeune et on arrive d'un seul coup aux institutions, on ne sait pas vraiment gérer ce genre de choses. Et là, il faut avouer que le Parti socialiste et le Parti populaire sont beaucoup plus forts, parce qu'ils ont 40 ans d'expérience derrière à gérer les institutions. Effectivement, il faut apprendre ça. Bon, il y a aussi après naviguer dans les institutions. Il faut apprendre à naviguer, mais il n'y a pas de fatalité dans le libéralisme. Il n'y a pas de fatalité, ça on le sait parfaitement. C'est justement, et c'est aussi un changement culturel qu'il faut avoir. Le changement est possible, mais il est peut-être plus long que ce qu'on pense. Il est peut-être aussi moins linéaire que ce qu'on pense. Et il faut aussi apprendre justement sur les choses qui se passent au niveau du terrain pour arriver à le faire plus global. Édouard Martin, vous vouliez dire par rapport à Non, mais sur l'Espagne, parce que j'ai de la famille là-bas, le regret, parce que j'ai beaucoup de famille, c'est que je vous prends un exemple factuel qui aujourd'hui pèse énormément dans le pouvoir d'achat des familles espagnoles, c'est notamment les retraités. Vous savez, parce que vous vivez là-bas, vous le savez mieux que moi, c'est que les réformes de Rajoy ont fait que les petites retraites, qui sont nombreuses en Espagne, moi j'ai de la famille, une tante qui vit avec 500 € par mois, qui est malade, parce que quand on arrive à 70, 72, 73 ans, malheureusement dans les problèmes de santé, qui hier avait la gratuité des soins, depuis Rajoy, sont obligés de payer les médicaments. Et ce que me disait ma tante dernièrement au téléphone, elle me disait, j'espérais au moins que je pourrais économiser 40-50 € par mois. Eh ben non, ça va continuer, la dépense supplémentaire. Voilà. Et ça, c'est très factuel. Alors, question un peu pour terminer, est-ce que cet espace-là, le Parlement européen, c'est un espace dans lequel vous avez confiance, où vous pensez qu'il y a des choses à faire maintenant? Évidemment, c'est pourquoi on est là. Hein. Bien sûr. Sinon, il y a des autres choses à faire dans la vie. Hein. Bien sûr. Non. On a une grande marge de manœuvre, des activités qu'on peut faire ensemble, organiser des trucs. On a organisé pas mal de choses. On va organiser davantage. Se rencontrer entre pays européens. Oui, établir entre partis politiques. Ouais. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Il faut, je pense qu'à un moment donné, se rappeler c'est quoi l'intérêt général. Nous sommes là pour défendre l'intérêt des citoyens européens. Et des fois, pas toujours, des fois on est en désaccord sur la couleur de la peinture. Mais est-ce que l'appartement est beau ou pas? On s'en fout de la couleur de la tapisserie. Et je pense qu'il faut qu'on essaie de dépasser tout ça. Ça veut dire des grands lieux de débat. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Grands lieux de débat. Ça a déjà commencé. Bien sûr, oui. Grande majorité, entre guillemets, enfin majorité, parlons pas de majorité, mais grand groupe qui considère qu'il y a un objectif large, commun à assumer, qu'il faut y aller parce que de l'autre, je dirais plutôt des grandes batailles actuellement. Il y a des batailles très symboliques, en commençant par le TAFTA et CETA, par exemple, qui est une bataille symbolique sur quel type de monde on veut. Déjà, quel type de monde on ne veut pas. Et quel type de monde on veut construire. Et là, je pense qu'effectivement, il y a des nouvelles... européen. Le SMIC européen. Tout à fait, le SMIC européen, la redistribution sociale au niveau européen, et bien sûr la transition écologique au niveau européen. Là, vraiment, il y a des grands débats qu'on peut avoir. Et je pense qu'il y a des nouvelles coalitions, pas forcément tout de suite, parce que c'est compliqué aussi, parce qu'il y a des inerties, des structures qui sont créées. Mais il y a une vraie possibilité de recréer de nouveaux rapports de force au Parlement européen. Ça va pas être facile, mais il y a vraiment des possibilités. Je pense que le TAFTA et le CETA vont être le premier, parce que le CETA, on va le voter finalement en décembre, je crois. Ça arrive dans pas longtemps. Et là, vous allez voir, franchement, qu'il y a des groupes qui vont certainement, je ne vais pas exploser, mais du moins avoir des fortes contradictions internes pour pouvoir avoir des positions claires là-dessus. Le faire savoir, le dire aux citoyens, que les gens le sachent, qu'ils connaissent vos positions et qu'ils sachent que ça c'est pareil, c'est un enjeu, y compris ce lien avec le mouvement social dont on parle tous, c'est aussi un des enjeux des mois, des années qui viennent là. Oui, et apprendre aussi à communiquer, communiquer plus simple. C'est quelque chose que nous on a appris aussi en Espagne avec Podemos d'ailleurs, c'est qu'il faut apprendre à communiquer aux masses aussi. Il faut arrêter de penser qu'on parle juste aux militants, on parle aux gens en général, ce que Podemos appelait les gens décents, les gens de la rue par exemple. Il faut apprendre à communiquer de façon plus simple, aussi plus directe sur les choses qui se passent dans la rue directement. Et arrêter de penser juste pour nous, enfermés dans les institutions. Évidemment, il faut ouvrir les institutions, mais ouvrir dans un sens vraiment communicatif très large. Et ça, c'est possible. Et je pense justement que sur le TAFTA et le CETA, on peut y arriver. D'ailleurs, sur le TAFTA, on y arrive.
on a pratiquement tué. Le TAFTA, il est vraiment dans ces Sur la derniers Chine, jours. par exemple, nous on a Sur la beaucoup Chine. travaillé Chine. sur le statut de la Chine. Ouais. Et c'est tout à fait On possible. a fait des débats un peu partout en Europe, donc effectivement les citoyens ne connaissaient même pas, ne savaient pas que la Commission s'apprêtait à prendre position cette année en décembre, donc qui aura un impact dramatique sur le monde du travail si on y prend pas garde. Et ce que j'ai envie de dire, je suis d'accord avec toi, c'est que quelle que soit l'image qu'on a de ce Parlement européen, nous sommes le seul rempart aujourd'hui, le seul contre-pouvoir face à la Commission et au Conseil. Donc voilà, il nous faut des députés qui n'avons pas envie d'abandonner, au contraire, même si c'est difficile, mais au contraire, essayer de voir quels sont les points de convergence, et nous en avons plutôt que nos points de divergence. Ouais, parce Comme que, on- comme oui, pardon. tu disais, parce que ce n'est pas la meilleure période de l'histoire, mais quand même l'Europe avait des périodes beaucoup plus noires, sombres qu'aujourd'hui. C'est vrai. Et comme les libéraux disent, il n'y a pas d'alternative. Pour nous aussi, il n'y a pas d'autre alternative que d'essayer de changer la situation et de lutter. Nous n'avons pas d'autre alternative. C'est pas la plus drôle, mais c'est la plus passionnante. Ah ouais. Voilà, merci à vous. Cette table est une espèce en miniature de résumé de ce qu'on peut être amené à discuter, effectivement. Merci à vous. Et je tenais à vous remercier parce que quand vous parliez tout à l'heure de pédagogie, faire savoir, faire connaître, vous êtes quand même un des rares médias qui régulièrement, je dirais, fait des émissions sur l'Europe, l'importance, et ça manque aujourd'hui dans le paysage. Alors, merci. beaucoup. Merci à vous. Il y a 2 autres débats, puisqu'on en parle, à suivre sur le site de l'humanité.fr. Un entretien avec le député écossais Alan Smith, on l'évoquait tout à l'heure, que nous avons réalisé ici, bien sûr, puisqu'il est au Parlement européen, sur sa vision aussi du Brexit et des conséquences du Brexit pour l'Écosse et pour le Royaume-Uni en général. Et puis un autre débat sur l'après-Brexit, général, plus directement lié à la situation européenne et celle du Royaume-Uni, à suivre sur notre site l'humanité.fr. Merci à vous, bonne fin de journée, au revoir.